On est là ici, pourquoi on a décidé de participer et de co-organiser une assemblée de lutte contre la gentrification? C'est parce qu'on est tanné, on est plus que tanné, on est fâché de voir les condos qui se multiplient, de voir les commerces de luxe qui se développent, tandis que d'un autre côté, il y a des déserts alimentaires qui s'accentuent dans le quartier. On est tanné aussi de voir le manque de logement social. On est très tanné d'entendre les préjugés, les horribles préjugés qu'on peut entendre sur des personnes qui sont en situation à risque d'itinérance, qui sont souvent les premières victimes de la gentrification par le nettoyage des espaces publics et tout ça. Nous, on reçoit des témoignages par dizaines à chaque semaine de personnes qui sont plus capables de se loger convenablement dans le quartier, que leurs loyers sont rendus trop chers, sont obligés de déménager dans l'Est, donc dans Mercier, tout ça, même si ça fait très longtemps qu'ils habitent dans le quartier, ou qui sont obligés d'habiter dans un logement qui c'est soit insalubre ou soit beaucoup trop cher pour leurs revenus, puis ils sont obligés de couper dans les besoins alimentaires comme la nourriture, l'habillement, les soins médicaux. Donc, on a aussi décidé de participer à l'Assemblée de lutte contre la gentrification et pas à une assemblée sur la gentrification, parce qu'on veut trouver des solutions concrètes, des actions concrètes. On est allé d'attendre après des recherches, des statistiques, des études. Nous, on sait que c'est présent, la gentrification. On sait que c'est violent pour les locataires. Donc, on est là ensemble, tous et toutes ensemble, pour vraiment trouver des solutions dans le respect de la diversité des tactiques. Il faut se rappeler que Chagrin-Maisonneuve, c'est un quartier de locataires avant tout. C'est 77% des résidents et résidentes du quartier qui sont locataires. C'est un quartier aussi qui a toujours été reconnu pour sa solidarité. Tout ça, il ne faut vraiment pas que ça change. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tantôt, j'ai parlé qu'on reçoit beaucoup de témoignages au comité bail. Il y a plein de personnes qui ne sont pas ici pour en parler parce que, justement, ils luttent au quotidien sur comment c'est vivre dans un loyer qui est trop cher ou que les besoins primaires ne sont pas assouvis. Ils peuvent juste pas être présents parce qu'ils ont tellement de choses à penser. Nous, moi, personnellement, j'aurais aimé ça parler de la problématique des logements insalubres. J'ai une grosse misère, ça se dit pas, bon, j'ai de la misère à penser à tout l'argent qu'on met, que tout l'arrondissement met d'argent sur la revitalisation, tandis que d'un autre côté, il laisse complètement aller des logements qui sont insalubres. On parle de moisissures aussi, de présence de rats, d'infiltration d'eau, présence de coquerelles, punaises de lit. Donc d'un bord, on parle de mixité sociale, cohabitation sociale, on refait des espaces publics, mais d'un autre part, les propriétaires sont complètement, ils laissent aller des bâtiments au détriment de la vie des personnes. Il y a quand même un rapport du directeur de la santé publique, il a fallu un rapport de 200 pages, je ne comprends pas pourquoi il a fallu un rapport pour qu'on comprenne ça, mais qui parlait justement du fait que oui, s'il y a de la moisissure dans ton logement, mais ça a un effet direct sur ta santé. Ouais, mais en tout cas, on a eu le rapport, c'est 200 pages, puis nous, il y a des personnes qui viennent au quotidien nous dire que, hey, il y a de la moisissure, le propriétaire fait rien. Nous, ça nous arrive qu'on doit appeler les inspecteurs, puis on l'a vu comment les inspecteurs, on leur parle, ils leur disent oui, on en a parlé aux propriétaires, ils vont agir dans une semaine. On rappelle les locataires, ben non, finalement, ils sont pas venus, il se passe rien. Ah, ça va se passer dans 3 mois, puis là, finalement, le dossier est fermé. Donc, tu sais, c'est tout ça qu'on voit à chaque jour. Donc, c'est très hypocrite, je trouve, de parler, encore, je l'ai dit, de mixité sociale, de cohabitation sociale, de refaire des espaces publics, tandis que dans les logements, les personnes sont pas capables de vivre sainement. Je me retrouve à avoir marché beaucoup dans le quartier, puis sincèrement, je trouve que c'est très pauvre comme présentation, parce que lorsqu'on marche, on se rend compte qu'il y a vraiment de beaux édifices, de belles maisons, puis on passe complètement à côté de ça. Par contre, côté gentrification, il y a comme 2 éléments que moi je perçois, dans le sens que la construction de loft fait une chose en s'arrangeant pour offrir des logements à des gens qui ont les moyens de pouvoir se le payer, contrairement à ce que les habitants dans le quartier en général sont capables de se payer comme loyer. Ou, au fond, un condo, ça se trouve à... Est-ce que j'ai dit loft tantôt? Oui. Ouais, je voulais parler de condo. Il y a des lofts aussi. Il y a des lofts aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a des lofts condos, ça c'est sûr, là, mais je ne voulais pas faire en tout cas, il y a d'un côté le fait de se retrouver à augmenter la valeur foncière en établissant des condos. Puis ça vient naturellement en contradiction avec l'état naturel des lieux où on se retrouvait à avoir des logements à des prix abordables.
ça met une pression. Ça, c'est sûr que la ville est toujours heureuse de ça parce qu'une augmentation des taxes foncières, c'est toujours bien pour la ville. Et de l'autre côté, il se retrouve à avoir les commerces et les attractions qui sont là pour ceux qui ont plus les moyens. Ça nuit à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'y rendre, mais dans ma tête, c'est quand même deux choses différentes. On doit combattre à la fois l'un et à la fois l'autre pour des raisons un peu différentes. Je pense que c'est important de pouvoir montrer aux élus que c'est deux choses qui doivent être mieux contrôlées. Parce que c'est sûr qu'on peut avoir des commerces pour attirer des gens qui ont un peu plus en moyens, mais il ne faut pas tuer les commerces que les gens d'ici ont besoin, les commerces de proximité. En fait, concernant justement les condos qu'il y a à Hochelaga, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué un peu c'est quoi ces types de condos-là et le prix qu'ils sont. Bon, c'est sûr que c'est des condos qui sont quand même dispendieux, mais si on les compare à d'autres condos ailleurs dans la ville, c'est des condos qui sont relativement cheap, dans la mesure où comme 200, 300 000. En fait, mon point que je voulais amener, c'est donc si on compare à ailleurs, c'est pas les mêmes types de condos. Si on regarde aussi avant, Montréal, ça a toujours été une ville de locataires pour de multiples raisons dans son histoire, comparé aux autres villes dans le Canada. Et les gens, souvent, ils veulent se sortir justement de la question d'être locataire pour pouvoir être propriétaire, mais de nos jours, tu ne peux plus vraiment d'acheter un bloc. Si tu achètes un bloc pour pouvoir juste comme louer, mettons, l'étage du haut, puis pouvoir payer ton hypothèque et tout ça, c'est plus accessible de nos jours, parce que c'est rendu trop cher. Ça, c'est, en fait, ça vient de la pression, de la spéculation, en fait, puis les blocs qui pouvaient se vendre pour les gens 300 000 il y a quelques années, ben maintenant, ils sont 600, 800, 1 million. Puis ça, ce que ça fait, ben, ça pousse, en fait, les gens, c'est pas vraiment des promoteurs, c'est des gens qui veulent juste faire de l'argent sur l'immobilier, ils vont acheter un bloc, ils vont le diviser, ils vont le vendre en condo. Puis en fait, dans le fond, ce que je veux en venir avec ça, c'est lorsqu'on fait ça dans un quartier, ben, qu'est-ce qui arrive inévitablement, c'est qu'il y a moins de loyers locatifs qui sont disponibles pour les gens. Puis ça amène une hausse des loyers fulgurante. Puis donc on peut voir genre des appartements qui vont changer de main sans vraiment avoir eu de rénovation, des petites rénovations de peut-être l'ordre de, on refait un peu la salle de bain, là, on peinture un peu, et on se retrouve avec un loyer qui est 150, 200 $ de plus par mois. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on crée du monde dehors. Il y a des gens qui ne sont pas capables de pouvoir se louer ces logements-là. Donc, si on met ça avec aussi les promoteurs qui vont soit mettre des blocs par terre, qui vont soit prendre des nouveaux espaces dans le quartier pour pouvoir y être, ben, donc ça fait qu'on a de moins en moins de place où se loger à un prix qui est décent. Donc, c'est ça. Et sinon, les autres propriétaires, ben, vont regarder ça, ils ont un bloc, un triplex, ben, ils se rendent compte que rapidement, ils peuvent eux aussi augmenter le prix de leur loyer. Donc, c'est tout ça, en fait, c'est tout lié ensemble. C'est tout justement cette volonté de profit de plus en plus, au détriment, en fait, du bien-être des gens qui habitent dans un quartier. Voilà. Je suis une propriétaire d'Hochelaga Maisonneuve. J'ai grandi ici, mes parents ont grandi ici, mes grands-parents ont grandi ici. J'ai dû vivre dans le chic West Island pendant 20 ans pour des raisons de boulot et de famille. Et dès que j'ai eu la chance, je suis revenue chez moi. Je suis revenue ici. Ce qui m'a frappée quand je suis revenue ici, c'est de voir que, justement, après 20 ans passés dans un quartier aseptisé, où personne ne se parle, où il ne se passe rien, où tout est uniforme, je suis revenue ici et je dis, c'est cool, il y a du vrai monde. Il y a toutes sortes de monde. Il y a toutes sortes de couleurs. Et quand je parle de couleurs, je ne parle pas de race. Il y a des gens avec toutes sortes de profils, et c'est ça, moi, qui m'a réjoui de revenir chez moi. Où est-ce que j'ai un petit malaise? C'est quand je me fais accuser d'être une méchante bourgeoise, une riche bourgeoise, parce que j'habite ici, j'ai une voiture, puis j'ai mon boulot. Puis moi, je suis revenue chez nous. Parce que je pense que tous ensemble, on va travailler, oui, à avoir des logements sociaux, à donner de la chance à tout le monde, à ce que tout le monde puisse accéder à mieux, des logements salubres et tout ça. On ne peut pas être contre ça. Et je suis la première à m'impliquer. Je suis impliquée dans plein de causes, dans plein de choses dans le quartier. Alors, je souhaiterais qu'on n'ait pas tous les
méchants propriétaires ou les investisseurs dans le même bateau. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour les bonnes raisons. J'ai couvert 2 événements cette semaine qui, je pense, peuvent aider à élargir la perspective de ce que ça fait ou ce que ça peut faire la gentrification. Donc, mardi, la CSDM a décidé de fermer l'école de Hochelaga. C'est définitif, je pense qu'ils ont dit que c'était définitivement fermé. Donc, je cite la présidente de la CSDM, Catherine, en tout cas, Arelle Bourdon, madame. Le nombre d'enfants du quartier ne nous permettait pas d'avoir assez d'arguments au sein du gouvernement du Québec pour procéder à 2 constructions d'écoles. Donc, on parle ici de l'école Baril et de l'école Hochelaga. L'école Baril a été rénovée, l'école Hochelaga, ça prendrait 15 millions selon la CSDM. Ils n'ont pas assez d'argent pour investir ça dans l'école. Il paraît qu'il y a 100 enfants qui fréquentent l'école qui vont être délocalisés. À vous de vous poser la question, est-ce que 15 millions, c'est vraiment un... Bon, voilà. À vous de vous poser la question si ça a vraiment de l'allure comme situation. Ensuite, mercredi, la table de quartier de Hochelaga-Maisonneuve, qui représente un grand nombre d'organismes communautaires, a décidé de décréter 3 jours de grève le 7, 8, 9 novembre prochain. Je ne pense pas qu'ils ont décidé de faire ça par pur plaisir. Je pense que c'est parce que c'est encore un problème de coupure de budget, peut-être de respect pour eux. Voilà, donc ils ont décidé de faire une série d'actions. Et je pense que c'est aussi c'est un moyen de se défendre. C'était un peu ça l'ambiance, un moyen de se défendre un peu pourquoi ils faisaient ça. Alors voilà, je voulais juste citer ces 2 événements-là parce que je pense que là, on a parlé beaucoup de logement. Je pense qu'il y a peut-être des effets sur l'éducation et le mouvement communautaire aussi. Voilà. Mais moi, je voudrais l'amener sur un autre point, c'est-à-dire, au-delà des effets qu'on peut tous en nommer quelques-uns, c'est plus au niveau du droit. Hein? On est au Canada, pays du premier monde, on est en 2016, nous avons plusieurs textes de droit qui affirment que le logement fait partie d'un niveau de vie suffisant. Et l'équipe du BAG, toutes les personnes qui sont présentes, je ne pense pas qu'on s'oppose au droit au logement, c'est ça la dichotomie, mais il y a des personnes qui favorisent la création, la prolifération de condominiums, des personnes et des groupes. Et ces personnes-là sont en train de nous mettre dans une discussion qui n'a pas lieu, c'est-à-dire entre le droit au logement ou parler d'investissement immobilier. C'est 2 choses complètement différentes. Puis moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'on sorte d'ici, c'est que on a le droit de citer les personnes exclues, c'est les dernières personnes qu'on va leur poser la question. Les travailleurs de la construction, on ne leur pose pas la question s'ils construisent des condos ou pas. Donc, il faut aller chercher des personnes qui favorisent justement cette inimitié, cette discussion qui est mal, parce que le droit à discuter, c'est pour tout le monde. Donc, voilà. Moi, j'occupe un logement social, alors je suis comme tel un peu protégé contre la hausse des loyers de logement que peut entraîner le phénomène de gentrification. Ceci dit, c'est un processus à long terme, la gentrification, qui finit par chasser les gens démunis. Je ne pense pas, moi, qu'on puisse inventer d'outils pour stopper un tel phénomène, mais les gouvernements peuvent donner aux gens plus démunis des outils pour mieux, qui vont leur permettre de rester dans le quartier pareil. Puis ces outils-là, c'est davantage de logement social, parce que tu n'y paies comme loyer que 25% de tes revenus. Deuxièmement, mais ce n'est pas suffisant. Pour ce qui est des loyers privés, ça prend un registre des loyers. Ça aide à contrôler la hausse des loyers à chaque année. Puis si tu la contestes, ta hausse, au lieu d'être 20$ par mois, tu peux peut-être la faire réduire à 5$, sinon à 0, si tu contestes la régie souvent. Ça prend aussi la hausse des chèques sociaux. Parce que c'est bien beau vivre dans un logement social, moi, sauf que tu ne payes que 25% de tes revenus, mais si tu es un assisté social à 623$ par mois, le reste, là, te permettra même pas de t'habiller, de te loger. Alors, c'est pas suffisant en soi. Ça prend la hausse des chèques d'aide sociale et du supplément du revenu garanti pour les personnes en haut de 65 ans. Puis, finalement, un autre outil, bien, ça pourrait être la hausse du salaire minimum à 15$. Ça permet ça de se maintenir. Pour moi, un quartier, moi j'ai du plateau Montréal, j'habite plus sur le plateau Montréal parce qu'il y a des gens qui j'ai plus les moyens d'habiter là. Puis maintenant j'habite ici, puis on finit toujours par se déplacer de quartier en quartier où est-ce qu'on peut vivre. Puis le but c'est de pas faire en sorte, je crois, de faire en sorte que le quartier Hochelaga reste comme il y a 20 ans, il y a 30 ans. Un quartier c'est sûr que ça transforme.
Sauf qu'il y a deux positions qu'on peut adopter par rapport à ça. Une position qui dit oui, le quartier va se transformer. Il va se transformer pour qui? Comment? Oui, un quartier va devenir plus intéressant. Oui, on peut. C'est chouette qu'il y ait des fruiteries puis qu'on a accès à de la bouffe de qualité. Puis qu'on ne soit pas obligé de manger des pizzas qu'on veut tout le temps. Mais la question, c'est de savoir comment on veut qu'il se transforme le quartier. On veut qu'il se transforme de façon passive. On attend passivement que le gouvernement, les promoteurs, les petits restaurateurs branchés se ramènent ici, puis ils viennent faire leur petite affaire, puis ça attire du monde, puis là, le quartier change au fur et à mesure que la position sociale change, où on se dit, même les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes, les gens qui sont là depuis plus longtemps, les gens qui veulent transformer le quartier à leur image, ben on va lutter ensemble, puis on va imposer ce qu'on veut au gouvernement locaux et éventuellement plus large, en faisant une lutte collective, pas en attendant qu'il y ait des solutions qui arrivent d'ailleurs, mais en imposant ce qu'on pense, puis on va en parler plus tard de ce qu'on pense. Puis dans ce cas-là, si vous avez un condo, si vous êtes un petit promoteur, mais vous êtes prêt à lutter avec des gens pour qu'on ait des réelles conditions de vie meilleures, ben moi je pense qu'on peut travailler ensemble. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut, puis comment on l'impose au gouvernement, puis comment on se met en mouvement collectivement ici, pour qu'on fasse un quartier vraiment où est-ce que les gens peuvent vivre, même s'ils sont pauvres. En ce cas, je n'ai pas envie de devenir riche pour être bien, j'ai envie juste qu'on soit bien ensemble. Je m'en fous d'argent. Mais c'est par rapport à comprendre un petit peu plus les mécanismes pour la revitalisation. C'est comme un mot, ça veut dire plein des affaires, mais pour moi, c'est comme du shampoing. Fait que c'est. Ben, j'habite sur la rue Sainte-Catherine, puis récemment, je me suis comme interrogée sur les locaux vacants sur Sainte-Catherine. Puis j'ai un peu plus compris c'était quoi la Société de développement commercial de Hochelaga. Je connaissais pas ça. Puis c'est les associations de commerçants et commerçantes de la rue Ontario et Sainte-Catherine. Puis avant, ils étaient comme séparés, c'était Ontario puis Sainte-Catherine. Maintenant, ils sont ensemble parce que Sainte-Catherine, ça a un petit peu plus de lettres là, pour comme, emboîter le pas de la gentrification. Puis tant qu'à moi, c'est eux le problème en majorité. Puis l'autre partie, ben, comme on a dit plus tôt, ça peut aussi être les gens avec des Doc Mountain, puis les artistes qui payent des logements comme moins chers. Mais c'est ça, en tout cas, je me suis interrogée là-dessus, puis en regardant comme quel commerce était comme vacant sur Sainte-Catherine, j'en suis venue à l'idée que comme... Ben non, en fait, c'est pas ma conclusion personnelle, là, excusez-moi, je suis vraiment stressée. Mais ces commerçants-là, comme, font des associations, pas pour rien. C'est pas juste comme pour faire des vidéos promotionnelles. C'est aussi pour engager des gens qui travaillent dans le logement, puis qui vont comme aller chercher des commerces, puis les approcher et dire est-ce que vous voudriez venir vous installer sur Sainte-Catherine? C'est tellement fun, Hochelaga, ça a beaucoup changé. Fait que, tant qu'à moi, c'est ça le problème, mais ça me dépasse, je comprends même pas pourquoi c'est ces gens-là qui s'occupent d'aller chercher des commerçants, alors que comme, tu sais, la liste des besoins, là, c'est pas Juliette et chocolat, puis genre bigarade, là. La liste de besoins, c'est genre trouver un logement pour l'armée du salut, trouver comme un logement pour telle affaire, telle autre initiative, tel autre regroupement communautaire, tu sais. Puis, mais là, mettons, un exemple qu'il y a, puis je sais pas s'il y a des informations que je connais pas là-dessus, là, mais j'ai entendu parler qu'il y avait comme l'organisme L'Avenue qui vient en aide aux jeunes qui vivent dans la rue pour leur trouver un logement, qui vont s'installer au coin de l'avenue d'Orléans et Sainte-Catherine, dans un ancien commerce. Puis, tu sais, juste ça, ben, je trouve que c'est vers ça que ça devrait s'en aller, tu sais. Puis pour que notre rue, elle soit plus comme vitalisée, puis plus vivante, on n'a pas besoin de plus de commerce, on a besoin juste qu'ils soient occupés, tu sais, puis des espaces comme on en a besoin, on n'a pas besoin comme des commerçants pour comme venir les habiter. Pour rebondir un petit peu sur le sujet de la SDC. La SDC, c'est la Société de développement commercial qui est à Hochelaga. Il y en a dans une couple de quartiers, il y en a sur la Maçon, il y en a à Verdun, puis tout ça. Et en gros, la SDC, en 2014, a sorti un plan stratégique qui est rendu public, accessible sur Internet. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de passer au travers des 60 pages pour voir qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant à nous proposer pour revitaliser le quartier. Le point que je voudrais apporter autour de ça,
c'est la vision que la Société des commerces a du quartier. En gros, ils ont fait une liste des plus et des moins pour chacune des rues, la rue Sainte-Catherine et la rue Ontario. Ce qui en est sorti sur la rue Ontario, c'est que dans la liste des indésirables, il y avait les magasins d'escompte, les dépanneurs et les magasins de linge peu attractifs. J'utilise leur mot. Essayez d'imaginer Hochelaga sans magasin d'escompte, sans pawn-shop pour les besoins immédiats d'avoir de l'argent, sans l'armée du salut, sans le village des valeurs, sans tous les magasins à prix modique où tu peux avoir quelque chose selon les moyens que tu as. Essayez d'imaginer Hochelaga fonctionner sans ça. C'est indésirable. Plus de dépanneurs sont vraiment mal barrés, le 3/4 de leur population fume et boit. Puis, pour ce qui est du linge peu attractif, ben, ça me ramène à ce qu'on voit dans la vidéo. Finalement, tout le monde a l'air tout pareil, tout beau, dans une esthétique. Ils sont en train d'essayer de nous vendre une esthétique pour attirer un type de personne en particulier, les personnes qui... Dans leur document, ils essaient d'inviter les personnes à... Excusez, je me perds. Petit problème d'intention. Oui, c'est ça. Ils essaient de nous vendre une esthétique qui va avec un mode de vie, qui va avec le fait d'avoir de l'argent, de travailler, d'avoir un beau logement, de pouvoir faire des sorties au cinéma, au parc, nanana, et axer notre vie autour de la consommation d'objets. La rue Sainte-Catherine, dans leur liste des moins, il y a quelque chose qui m'a particulièrement irrité. Ils ont nommé la prostitution comme étant un moins, parce que ça ternit l'image, parce que ça contribue à diminuer le sentiment de sécurité. Voyons donc la SDC. Voyons donc, honnêtement. La SDC ne travaille pas à améliorer la situation socio-économique de la population. La SDC essaie de cleaner de la population de Hochelaga pour laisser la place à d'autres personnes. Est-ce que la SDC a de la place dans le quartier? Est-ce qu'elle est à sa place? Moi, je pense que non, honnêtement. Fait que j'aimerais ça qu'on réfléchisse à ça, qu'on réfléchisse à est-ce qu'on veut laisser les corpos, les regroupements d'entrepreneurs prendre autant de place dans le quartier, dans la décision de qu'est-ce qui se passe dans nos rues, ou est-ce qu'on veut s'organiser pour les crisser out, puis nous-mêmes décider de qu'est-ce qu'on a besoin pour de vrai. Je regarderai aussi, je serais intéressée à ce qu'on se jase de comment est-ce qu'on peut reprendre contrôle sur nos vies, sortir des instances officielles de regroupement de commerce qui on dépend d'eux sur beaucoup d'aspects. Je me demandais comment on pourrait, si on pourrait s'organiser pour juste lancer des projets. Tu sais. On aura du temps tantôt pour parler de ça. J'avais fortement une personne qui a un projet de cuisine collective, de production de nourriture, genre soi-même, puis de partage, pour finalement cesser de dépendre d'un système qui s'enrichit sur notre dos, puis commencer à créer le monde qu'on veut, avec le monde qu'on veut, et avec les moyens qu'on a, et en respectant les réels besoins, finalement. Donc, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont attaqués à chaque fois qu'on parle de lutte à la gentrification, puis qui ont l'impression, dès qu'ils entendent les mots lutte, qu'on est en train de les traiter de gros bourgeois parce qu'ils ont un condo ou qu'ils viennent d'accueillir dans le quartier. Mais je pense que c'est vraiment important de voir la gentrification comme un processus politique et économique. Puis ce qui est important, c'est pas de savoir si tu as un condo ou si tu vas t'acheter des croissants à des fois. Genre, ce qui est important, c'est il y a personne qui prétend être pur et ne pas participer au processus de la gentrification ici. Il n'y a pas une division à y avoir entre les gens qui gentrifient et les gens qui gentrifient pas. Il faut voir le truc comme un projet politique, comme un processus. Puis ce
qui est important, c'est de savoir comment on se positionne par rapport à ce processus-là, si on prend des choix, si on fait des choix concrets pour contrer ce phénomène-là, ou si on l'encourage. Donc, à mon sens, un petit commerçant qui prendrait vraiment conscience de comment son commerce a contribué à gentrifier le quartier, puis qui essaierait vraiment de faire des choix par rapport à ça, il pourrait être un allié dans cette histoire-là. L'important, c'est pas de savoir si c'est un condo ou un commerce, c'est de savoir comment tu te positionnes par rapport au truc. Moi, j'ai 3 questions. La première, c'est que pensez-vous du grand nombre de constructions de condos en ce moment en Hochelaga? La deuxième, pensez-vous que la construction des condos, et uniquement des condos, sans logements sociaux accompagnatifs, règle le problème de la grande déportation involontaire des pauvres de Hochelaga-Maisonneuve? Et ma dernière question, pensez-vous que les propriétaires sont heureux de recevoir un compte de taxes beaucoup plus élevé que l'habitude? Réfléchissez là-dessus. Et je pense que c'est une bonne question. Il va falloir y réfléchir. Parce que oui, c'est beau de changer le quartier. Oui, c'est beau que les messieurs qui sont là, qui font des beaux discours avec les commerces, on veut changer et tout. Mais moi, je suis un pauvre, ok? Si j'ai envie de manger chez le Valois, il va falloir que j'économise en tabarnak. Okay? Si je veux aller au Dollarama, alors là, je peux te le permettre. Je veux manger du craft dinner, je veux manger des choses comme ça. Oui, d'accord, il n'y a aucun problème. Donc, ceux qui peuvent se permettre, qui viennent brailler, ah, j'étais sur le bien-être social, je me suis sorti. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les possibilités. Moi, je suis programmeur analyste et je suis aussi directeur de réseau, ok? Je n'ai pas d'emploi. Je ne suis pas une merde, là. Je ne suis pas rien du tout, là. Alors moi, je suis venu là pour étaler mon savoir. Qu'est-ce que je suis? Je suis venu là pour défendre une cause. Essayer de faire qu'on vive mieux ensemble. Parce qu'on parle tous de mieux ensemble. Mais le mieux ensemble passe par quoi? Par une compréhension des bobos par rapport aux pauvres. Si moi je suis un bobo et je regarde les pauvres en bas de moi et puis je les regarde en bas et puis j'ai envie de les écraser, je ne les aide pas. Mais si je suis un bobo qui est respectueux, qui veut les aider, je vais participer aux tables, je vais participer aux conférences, je vais participer aux choses qui ont de l'allure pour pouvoir vraiment aider le monde et les pousser à mieux vivre. Pas en essayant de les écraser avec des commerces copains. Si tu veux ça, fais-toi un beau voyage à Paris, là, va sur les Champs-Élysées chez Maxime et puis tu vas être bien. Ok, merci. Bravo. Ben, je suis désolé, je ne participe pas à la gentrification, je n'ai pas les moyens. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas participer à la gentrification, tu peux juste essayer de trouver les commerces pas trop chers qui restent, comme le magasin de pain sur Sainte-Catherine, ce que tu vas avoir du pain un peu moins cher qu'à l'épicerie. D'ailleurs, les 3 épiceries qu'on a dans Hochelaga qui sont quasiment le même propriétaire. Et c'est ça, si tu n'as pas d'argent, tu ne participes pas à la gentrification. La gentrification fait augmenter les prix de tout autour de toi et tu as de moins en moins d'argent. Parce que le loyer est plus cher, la bouffe est plus chère, tout est plus cher. Fait moi, là, je suis chanceux. En ce moment, j'ai un logement social, mais ça fait juste un an et demi à peu près que j'en ai un. Avant ça, mon chèque de BS, c'était le loyer d'Hydro-Québec, puis oh, il ne reste plus rien. Fait que tu te débrouilles. On parle, c'est ça, l'arrondissement va beaucoup parler de mixité sociale, hein, que ce serait comme un exemple de mixité sociale qui a bien réussi. Moi, ça fait depuis 1994 que je suis dans le quartier. Quand je suis arrivée, il y avait des maisons barricadées, des maisons abandonnées. Et la venue des condos a emmené beaucoup de belles choses, des fleurs dans les rues. Mais concernant la mixité sociale, un instant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'inclusion.
parce que la venue, de toute façon, les groupes ressources techniques ont vraiment beaucoup de difficultés à obtenir du financement pour les coops. Il y en a qui disent oui, il y en a qui mentionnent que il y a l'inclusion au niveau de la construction des condos. Cependant, les grosses compagnies de promotion immobilière comme Samcon, ils sont capables de contourner les lois. Puis dans la loi qui concerne, il faut, sur des projets de 100 unités de logement et plus, il faut inclure un 15%. Voilà. Mais cependant, c'est Samcon a réussi dans le nord-est du quartier de contourner la loi en faisant 3 grands projets. 3 projets différents, c'est que donc ils n'ont pas inclus. Bon, sur la place Valois, bâtir son quartier, peut-être tu t'en souviendrais, toi, Solange. Le comité Val avait milité pour avoir du logement social sur les terrains de la place Valois. Et puis, il n'y en a pas eu parce que le promoteur s'est résisté à la dernière minute. Donc, bâtir son quartier ne pouvait pas se retourner sur une scène pour avoir quelque chose comme 15 logements sociaux là, sur 100 unités de condo. On parle de mixité sociale, sauf que la mixité sociale, ça se fait d'un bord seulement. C'est vrai que c'est dommage, mais les gens qui vivent sa rue Sainte-Catherine, là, il va y avoir des condos, on n'aura pas d'unité de... En tout cas, ça va être difficile d'avoir des unités de logement social. Ça va déloger des gens. Ça va déloger des gens qui vivent déjà dans des conditions difficiles, avec des punaises. J'ai connu ça. Et laissez-moi vous dire que des fois, je me sens comme une citoyenne face à l'administration des instances gouvernantes, un peu comme une citoyenne de seconde classe. C'est parce que moi, quand je restais sur la rue Sainte-Catherine, je restais proche d'une piquerie. C'est pas que l'idée, c'était pas de déloger. Mais, tu sais, comment je pourrais dire, donc? Parce que là, sur la place Goyette, sur les terrains du concessionnaire, ils veulent construire du condo. Je vais essayer de faire ce cours. Il va y avoir 15 unités ou 30 unités sur 200 unités de condo. Laissez-moi vous dire que la piquerie, ils vont s'en débarrasser. Et là, ces gens-là, qui vivent dans les maisons pleines de punaises, là, ça va faire monter les taxes. Les propriétaires vont augmenter les logements. Puis où est-ce qu'ils vont aller, là? C'est dans le fleuve. Mais en tout cas, moi, ça me révolte. Parce que la rue Sainte-Catherine est rendue toute belle, là, toute propre. Hein? Il y a des bacs à fleurs, c'est beau. La place Valois est belle. Mais j'aimerais ça vous faire part aussi d'une expérience que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps. Cet été, j'étais sur la place Valois parce que le réseau Internet, cette fois. Mais il y avait plusieurs jeunes qui étaient là avec leurs chiens. Je présumais que facilement c'était des SDF. Ils n'étaient pas tannants, ils ne parlaient pas fort. Sauf que la police est arrivée, les a délogés de là. Ça parce qu'ils m'ont interrogé. Et ça parce qu'il y avait eu des appels comme quoi il y avait quelque chose, quelqu'un qui dérangeait. Non, les jeunes ne dérangeaient pas. Ils étalaient des œuvres d'art. Tu sais, il faut bien... Où est-ce qu'on peut aller, là? Où est-ce qu'ils vont aller, là? Tu sais, on les tasse de partout, là. Pas parce que c'est un SDF, pas parce qu'il y a un chien puis des patchs que c'est un citoyen de seconde classe. Fait que, en tout cas, mais je peux compris pour nous. Du matériel d'éducation populaire sur autant, en fait,
le quartier, ce qu'il était avant. En fait, de pouvoir, ça c'est un truc des fois qui raccroche du monde au quartier, du monde qui sont nouveaux, du monde qui vit ici plus longtemps. Qu'est-ce qu'était le quartier? Qu'est-ce qui est devenu? Moi, j'ai fait ça au primaire, ça va. J'ai quasiment aimé ça de savoir qu'est-ce qui s'était passé dans le quartier, c'était quoi les lieux, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe plus. Puis après ça, de parler, de s'assurer que tout le monde les connaisse, les organismes, en fait, pour pouvoir créer des liens, parce qu'entre organismes, on ne se connaît pas nécessairement. Puis justement, des fois, on a des moyens que d'autres organismes n'ont pas, puis qu'on pourrait s'échanger, puis ça serait fun tout à l'heure, comme qui disait ça, mais de pouvoir se tenir au courant de nos besoins, de ce qu'on a, ce qu'on n'utilise pas. Comme le PEC, là, vraiment, c'est un beau lieu de rassemblement, puis c'est par et pour les gens. Ce qu'on dit du PEC, c'est ce que c'est un pavillon d'éducation communautaire, d'éducation populaire aussi. Fait que ça serait vraiment un beau lieu pour faire des rencontres, des cuisines collectives, puis de se tenir au courant, de faire un truc qui est une rencontre qui est assez fréquente pour partager les initiatives de quartier, des personnes qui vivent ici. Sinon, dans un autre truc, je ne sais pas comment trop le formuler, mais d'aborder les notions de respect, en fait. Puis là c'est genre, j'aurais pu en parler avant, mais comme tout à l'heure on parlait dans les écoles, ce qui se passait, je parlais avec Chelsea puis avec Rose, de comment certains professeurs sont dans certaines positions et comme ils reproduisent vraiment plein d'oppressions, puis il y a vraiment un manque d'éducation, puis j'aimerais ça quasiment avoir un atelier tout préparé, vraiment vraiment comme qui passe, de pouvoir parler des réalités, puis qu'il y ait des profs qui arrêtent de genre faire sentir des élèves qui sont pauvres comme de la marge, genre, parce qu'ils n'ont pas réussi à acheter le matériel suffisant, puis juste d'avoir cette notion-là de respect, en fait, qu'il y a plein de monde qui vit dans le quartier, puis que comme ça serait important de s'écouter, puis d'être conscient des réalités. Fait que, alors, juste...